du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver. Une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec ce soir le pas marqué par la vaccination. Nous irons à Nice, un peu moins de première injection. Vous entendrez aussi les adolescents qui depuis une semaine ont le droit de se faire vacciner. Là, de ce côté-là, il y a quand même des volontaires. Cette question qui ne se pose pas pour la première fois, comment accueillir les gens du voyage? Le problème est posé dans le Var avec un terrain occupé sur la commune de la Londe. Nous irons sur place dans ce journal. Et puis un problème inhérent là aussi, mais à la saison d'été, l'exposition au soleil, gare aux UV, une surexposition peut provoquer des cancers de la peau. Reportage dans cette édition. C'est à Lagarde, les gens du voyage et non à la Londe, comme je viens de le dire. Premier dossier dans cette édition du Grand Direct, le point sur la vaccination. Depuis quelque temps maintenant, elle marque le pas pour les premières injections. Reportage ce soir sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, à Nice, très exactement dans le grand centre de vaccination du centre des expositions. Reportage de Kelly Vargin et de Claudia Olivier. Première fois que vous vous faites vacciner, monsieur, aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'il le faut. Ouais. Un choix pourtant pas si évident. Patrick a longuement réfléchi. Âgé de 56 ans, il aurait pu se faire vacciner à la mi-avril, mais il a préféré attendre. Tant que c'est pas AstraZeneca, tout le reste, ça me va. Cette histoire de vaccin qui était un peu bizarre, j'ai préféré attendre, mais là, comment je suis diabétique, on m'a dit fais-le quand même. Patrick veut à tout prix éviter de développer une forme grave. J'espère que vous n'avez pas mis le flacon entier. Hein. Non, j'ai mis juste ce qu'il faut. Aujourd'hui, 60% des habitants de la métropole ont reçu une première dose du vaccin. Il y a eu un afflux massif début juin pour préparer les vacances d'été et depuis, on constate un ralentissement dans les centres de vaccination de la métropole. On peut noter un petit ralentissement, c'est normal, on a quand même vacciné une grande majorité des personnes prioritaires et qui souhaitaient le faire. Donc maintenant, il y a des gens qui se décident au fur et à mesure, mais il y en a encore quand même pas mal. On a beaucoup de jeunes adultes entre 18 et 25 ans qui viennent se faire vacciner et des adolescents qui commencent aussi à venir avec leurs parents. L'objectif, vacciner 80% de la population pour atteindre l'immunité collective. Et même en vacances, il faut rappeler à certains l'importance de recevoir les 2 doses et continuer de convaincre les plus réticents. Aujourd'hui, il nous faut convaincre en mettant en place des dispositifs, notamment avec des ouvertures nocturnes pour faciliter l'accès à la vaccination. Les personnes aujourd'hui qui veulent se faire vacciner peuvent s'inscrire et se faire vacciner le jour même ou le lendemain. Le rendez-vous peut se prendre sur Doctolib ou sur le site de la métropole. Pas besoin de résider dans la région pour recevoir sa première ou deuxième dose. Voilà, 350 000 injections réalisées sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur au total. 105 000 personnes ont reçu leur deuxième injection. Et vous le savez, depuis une semaine maintenant, la vaccination est ouverte aux 12-17 ans, donc aux adolescents. Là, par contre, il y a des volontaires. Certains ont accepté de répondre au micro de Kelly Vargin et de Claudia Olivier, toujours. En fait, on doit voyager en août et on s'est dit que on devait faire ça pour voyager. Du coup, il n'y avait pas de débat et pas de questions. On est venu ici pour le faire. Pas seulement pour un acte de, on va dire, fraternité publique. Il faut qu'on le fasse tous afin qu'on termine au plus vite cette épidémie. Mais aussi juste pour le fait de pouvoir finalement être tranquille, quoi. Déjà, avoir une forme moins grave et ensuite pour éviter de contaminer plus. Que ça diminue un peu la contamination. La vaccination, c'est la porte vers une renaissance, une nouvelle vie pour retourner au lycée correctement et pouvoir partir en vacances, qu'elle puisse sortir aussi plus sereinement, même s'il reste encore des risques. Voilà, les adolescents donc qui évidemment avec leurs parents se font vacciner et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la campagne de vaccination. Nous sommes avec le docteur Clarisse Audigier-Valette qui est chef de l'unité Covid à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. Merci d'être avec nous, docteur, une nouvelle fois sur les antennes d'Azur TV. On a vu 2 phénomènes, les adolescents qui viennent se faire vacciner, on en reparlera, et les primo-injections qui marquent un peu le pas. Sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, on est à 60% de primo-injections réalisées. Est-ce que c'est une tendance qui se vérifie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et est-ce que c'est inquiétant pour l'immunité collective finalement ?
Oui, bonsoir. Je crois qu'effectivement, il faut voir qu'il y a un fléchissement des primo-vaccinations qui est à peu près lié à l'ambiance actuelle du déconfinement et avec ce sentiment que l'épidémie et la troisième vague est derrière nous. Alors, en tant que médecin, ce qu'on aime bien, c'est quand même avoir un coup d'avance. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe en Angleterre avec l'arrivée du variant Delta et une diffusion en Europe et dans le monde de cette nouvelle forme, ce qui est important, c'est de prôner pour la vaccination complète. Et la vaccination avec une seule injection ne suffit pas, sauf si vous avez un antécédent de Covid. Et on a trop tendance à entendre des gens qui disent comme le vaccin, je le ferai plutôt à la rentrée, ou comme il y a moins de virus, ça circule moins, c'est pas important que je me vaccine. Clairement, au contraire, il vaut mieux être prémuni de l'arrivée du nouveau variant et avoir une vaccination complète, sachant que l'immunité intervient 15 jours après la deuxième dose. Donc c'est vrai, c'est plus inquiétant de voir les centres de vaccination qui se vident au lieu de se remplir parce qu'on a ouvert la vaccination à tous. Donc oui, ça fait partie de nos inquiétudes, toute proportion gardée. Est-ce que dans ces inquiétudes, il y a le contexte actuel aussi où on relâche un peu la bride, où on enlève les masques, on recommence à vivre, à sortir. Tout simplement, est-ce que le scénario de l'année dernière a des chances de se reproduire, c'est-à-dire un été relativement épargné et puis une rechute, si vous me passez l'expression, à l'automne prochain ? Alors, je dirais que le scénario a des risques de se reproduire, pas forcément des chances. Mais effectivement, si on regarde le comportement du variant Delta, on a une contagiosité qui est nettement plus importante et une diffusion qui demande un contact beaucoup moins rapproché. Si on regarde à peu près les informations qui venaient de l'Australie ces derniers jours, visiblement, on a l'impression que c'est quand même un variant qui est plus agressif sur la contagiosité. Donc, si on a une protection vaccinale qui est optimale avec 2 doses, il faut justement pas lâcher la bride et continuer à vacciner. Parce que il suffira peut-être que de 1 ou 2 cas pour avoir ces événements de ce qu'on appelle en anglais hyper-spreading, à savoir des hyper-propagateurs. Et si on se retrouve avec des clusters massifs, comme on avait pu retrouver dans le golfe de Saint-Tropez, avec les mouvements de population pendant les vacances, avec une région PACA qui, compte tenu des passeports sanitaires, va quand même accueillir une grande partie de la France, oui, ça nous inquiète de voir ces mobilisations de population qui sont finalement pas assez vaccinées en vaccination complète, sachant que si on compte en vaccination complète, on a à peine dépassé les 20% de la population. Ouais, c'est ça, on est à 2 327 554 sur toute la région, première injection, et on est entre guillemets qu'à 1 523 238 seconde injection, donc vaccination complète dans notre région. Ce sont les chiffres de l'ARS. Vous parliez du variant Delta, qu'on connaît aussi sous le nom de variant indien. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des cas dans notre région ou c'est à la marge ? Alors, il y a des cas qui sont sporadiques, sachant que c'est un variant qui est un petit peu plus difficile à détecter que les variants classiques, qui est actuellement les variants anglais. Il y a quand même des clusters identifiés. Il y a eu une communication du directeur général de la santé sur les réseaux sociaux ce matin, disant qu'il y avait quand même des clusters qui étaient identifiés en France avec une authentification de la circulation de ce variant-là, que pour l'instant, on concentrait effectivement la vaccination accélérée pour les sujets contacts de ces variants-là, mais sachant que lorsqu'on a une diffusion importante, le moment où le variant va être identifié, il faut bien avoir en tête que les contaminations ont déjà eu lieu. Donc, oui. Dans notre métier, il y a la prévention et l'action. L'action, quand on a l'identification du cluster, ça c'est normal d'accélérer, mais la prévention, c'est se dire, pour pas que ça arrive, il vaut mieux qu'on soit en vaccination complète. Et donc, il y a 2 mesures qui ont été mises en place pour avoir des vaccinations complètes. C'est l'ouverture à toute la population de pouvoir se vacciner et le rapprochement des délais entre les 2 doses. Donc maintenant, on vaccine quasiment qu'en ARN. On peut faire 2 injections à 21 jours d'intervalle pour le Pfizer et à 28 jours d'intervalle pour le Moderna. L'immunité arrive 15 jours après la 2e injection, donc il faut quand même avoir ça en tête. Et puis, surtout, il y a une deuxième information que les gens ne connaissent pas assez, c'est quand on a fait un antécédent de Covid,
les règles étaient de se vacciner entre 3 et 6 mois après l'infection. Or, depuis vendredi soir, il y a une notification également de la Direction générale de la santé comme quoi ce délai est raccourci à 2 mois. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez fait un Covid, on est le 22 juin, si vous avez fait un Covid le 22 avril, vous pouvez déjà vous vacciner pour avoir votre injection rappel, votre passeport vaccinal et être protégé comme si vous aviez été vacciné à 2 doses. Puisque lorsqu'on a un antécédent de Covid, à n'importe quelle date que ce soit, une seule injection suffit, puisqu'on a une réponse qu'on appelle la réponse anamnestique, ce qui est un terme assez compliqué pour dire que le virus garde une excellente mémoire au sein de l'organisme et qu'une seule injection rappel suffit pour être protégé. 2 petites questions pour terminer. La première concerne les ados, on l'a vu. Il y en avait quelques-uns aujourd'hui au centre de vaccination de Nice. Est-ce que c'est une tendance aussi là dans la région? On a plutôt pas mal d'ados entre 12 et 17 qui viennent se faire vacciner avec leurs parents. Oui, c'est intéressant et c'est également prometteur lorsqu'on voit le type de compréhension. C'est la vaccination, c'est pour d'abord c'est égoïste, hein, il faut se protéger soi-même, mais c'est aussi pour protéger les autres. Et ce qu'on voit dans les services, on a une nette diminution des hospitalisations, il ne faut pas croire, mais on a encore des formes respiratoires graves, notamment chez les patients vulnérables qui ne sont pas vaccinés, mais aussi sur des patients vaccinés qui sont très immunodéprimés, avec notamment les greffés ou certaines formes de chimiothérapie qui attaquent les globules rouges les globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Ces gens-là ont une moindre sensibilité à la vaccination, donc c'est la vaccination de l'entourage qui prime. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut insister. C'est plus on sera vacciné, plus on pourra protéger les autres, donc et acquérir l'immunité collective. Et la dernière question que je voulais vous poser, vous y avez répondu. Aujourd'hui, on a moins de personnes dans les services de réanimation. 144 personnes sur toute la région sont actuellement en réanimation. 225 personnes hospitalisées. À Toulon, quel est l'état des lieux? L'unité j'allais utiliser le terme de vide pour l'image, mais est loin d'être surchargée du coup. Alors, en fait, on a convenu avec les directives de l'ARS et donc en partenariat avec tous les établissements du groupement hospitalier territoire, que tous les services d'urgence, que tous les établissements aient un service d'urgence et la capacité d'accueillir des Covid avec les formes graves, à savoir les formes respiratoires. Ce qui fait que dans le service de pneumologie qu'on occupe à l'hôpital Sainte-Musse, on a gardé 5 lits Covid qu'on peut rapidement doubler et qu'on fait toujours notre système accordéon où on a passé la 2e et la 3e vague sans trop souffrir, avec la possibilité d'étendre nos lits en pneumologie en fonction de la pression. En réanimation aussi, on essaye de réduire les lits et il reste également des lits dans le secteur de gériatrie puisqu'on a un flux qui reste mais qui est nettement réduit, mais il faut être en capacité d'accueillir ces patients qui font toujours des formes respiratoires graves et le pronostic du Covid est lié à ces formes respiratoires. Et on a diminué nos activités de veille sanitaire avec une réunion de crise par semaine, mais on a maintenu une astreinte Covid pour pouvoir avoir toujours cette perspective dans la réascension du nombre de cas et pas se faire surprendre en cas de remontée de la vague. Merci beaucoup, docteur Clarisse Audigier-Valette, chef de l'unité Covid à l'hôpital Sainte-Musse, pneumologue également. Merci d'avoir accepté cette invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. Nous en venons à la politique et au régional. Nous sommes à quelques jours du second tour. Ce sera dimanche, grande soirée à suivre en direct sur les antennes d'Azur TV à partir de 19h30. Et vous le savez, hier, Jean-Laurent Felizia s'est retiré de la course, le candidat de la gauche qui souhaite faire barrage à l'extrême droite dans notre région. Il était à sa permanence cet après-midi. Il a répondu à quelques questions des journalistes, notamment sur la déception des militants de le voir abandonner la course. D'autres, évidemment, le comprennent. On fait le point avec Cindy Chevaux et Luca Licata-Caruso. Voilà 24 heures que Jean-Laurent Felizia a annoncé le retrait de sa liste écologique et sociale pour le second tour des élections régionales. Il affiche ouvertement sa volonté de faire barrage au Rassemblement national. Celui qui était tête de liste de la gauche en région PACA doit faire face à des électeurs et militants déçus. J'entends la déception, je l'accueille, je la réceptionne toutes les minutes, mais nous devons faire barrage à Thierry Mariani. Ce sont les mots que nous a confiés aujourd'hui Jean-Laurent Felizia. Désormais, 2 grandes inconnues se dégagent avant le scrutin du second tour.
l'abstention et le choix des électeurs de Jean-Laurent Féliziat qui avait récolté, on le rappelle, près de 17% des voix dimanche soir. Le désormais ancien candidat de la gauche en PACA n'a pour l'instant pas communiqué sur des possibles tractations avec Renaud Muselier. Il l'a confirmé à notre micro, écoutez-le. Je ne me voyais pas aller bidouiller des choses en amont pour préparer une éventuelle fusion entre deux tours. D'abord parce que le bilan de Renaud Muselier, nous l'avons contesté, nous l'avons démontré à plusieurs reprises, il ne correspond pas aux politiques publiques que nous entendions développer. Ensuite, il ne vous a pas échappé que pendant la période préélectorale officielle, ce rassemblement entre la REM et les LR, qui a été à la fois tricoté et puis détricoté, a semé une confusion de nature à perturber l'électorat. Et ça peut se comprendre. Alors que feront les presque 17% d'électeurs de Jean-Laurent Féliziat dimanche prochain? Suivront-ils la consigne d'aller voter pour Renaud Muselier? Et puis l'abstention? Que feront les abstentionnistes qui représentaient plus de 2/3 des électeurs dimanche dernier? Les réponses dimanche prochain. Dans la deuxième, je le mets, mais voilà. Donc Jean-Laurent Féliziat qui a répondu aux questions de Luca Licata-Caruso et de Cindy Chevaux, qui répondaient donc sur les consignes de vote qui, pour l'instant, ne sont pas très claires et la consigne de vote est claire, mais sur les tractations avec Renaud Muselier. L'occasion de reparler de ce débat qui va se dérouler sur nos antennes à partir de 8h30 ce jeudi, le débat de l'entre-deux tours animé par Jean-Jacques Bourdin. Prenez bien rendez-vous donc sur Var Azur, Provence Azur et Azur TV qui vont se transformer en BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Autre question qui se pose depuis plusieurs semaines maintenant sur la Côte d'Azur, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, c'est la question de l'accueil des gens du voyage. Depuis le début de la semaine, c'est du côté de la Garde que le problème se pose. Un terrain est occupé par donc la communauté. Le département qui en est propriétaire aimerait les expulser et comme d'habitude, cela crée pas mal de conflits. Explication signée Thomas Bernabé. C'est plus d'une centaine de caravanes qui ont investi l'espace nature départemental du Plan à la Garde. Des gens du voyage se sont installés sur cet espace naturel dimanche dans la soirée afin d'y rester jusqu'au 4 juillet. Si la commune dispose d'une aire d'accueil, sa capacité est bien insuffisante pour accueillir la totalité des gens du voyage. On est parti à Saint-Tropez, on était 50-60 caravanes. Mais quand on arrive à Saint-Tropez, on a trouvé plus de 100 caravanes. Donc aujourd'hui, on se trouve plus de 140, donc on a rentré ici. Parce que le terrain d'accro, il tient que 65 caravanes. Donc pour nous, c'était pas possible. Donc on a décidé de chercher notre terrain. Donc on a tombé sur ce terrain-là. Donc nous, quand on cherche un terrain, on regarde le terrain le plus facile à rentrer ou le plus dur à rentrer. On rentre, une fois qu'on est stationné, on veut passer nos séjours tranquilles. Donc on ne cherche pas à nuire à l'environnement. Nous, ce qu'on veut, c'est stationner et rester quelques jours tranquilles. La problématique des capacités d'accueil des gens du voyage n'est pas nouvelle. Malgré la réglementation en vigueur, certaines communes rechignent à créer des espaces dédiés. Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en date de 2012 prévoyait la mise en place de 10 aires d'accueil et 6 aires de grand passage. Mais voilà, aujourd'hui, seulement 5 aires d'accueil et 2 aires de grand passage sont en service dans le département. Dans le département du Var, il y a une carence. Allô, monsieur le préfet, allô, monsieur le maire. Où en sont vos schémas départementaux? Où sont la faisabilité de vos aires de grand passage et vos aires d'accueil? Bien sûr, ça fait un tiraillement pour les citoyens qui sont le voisinage de ce lieu, mais il faut déjà poser la situation d'une manière différente. Faisons ou faites des aires d'accueil et des aires de grand passage adaptées et il y aura moins d'ennuis. Le département du Var, propriétaire du terrain, a porté plainte au commissariat central de Toulon. Une procédure d'expulsion serait en cours. Allez, la préfecture du Var qui nous a rappelé que le schéma départemental donc sur l'accueil des gens du voyage est en cours de révision actuellement, donc les choses pourraient évoluer. Un autre problème, cette fois-ci de santé dans notre région. Il fait beau et chaud, le soleil tape fort et l'un des problèmes engendrés par cela, c'est
c'est les risques de cancer de la peau. Pas un simple coup de soleil qui vous fait risquer d'être exposé à cette maladie, mais les expositions multiples. Reportage dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille notamment, avec Yantel Criado. Sur les plages de Marseille, l'odeur du monoeil est de retour. Huile de bronzage ou crème solaire, la plupart optent pour un bronzage rapide malgré les dangers pour la peau. Crème solaire sur le visage et monoeil sur le corps. Pour le bronzage, mais bon, crème solaire pour commencer et monoeil ensuite. Je vais essayer le monoeil. C'est pas bien ce que je fais, mais bon, pour la première baignade, j'ai dit que je vais prendre un petit peu de couleur en fait. Crème solaire parce que je crame hyper rapidement. Et je préfère pas prendre de risques. Je sais pas si vous voyez, hein, mais moi j'ai déjà cramé avant l'heure. Parce que je ne mettais pas de crème solaire. Pas de protection en pleine exposition aux rayons UV. Cette dermatologue voit défiler dans son cabinet des personnes qui s'exposent trop au soleil. Alors vous voyez, regardez ce dos par exemple. Vous voyez un dos comme ça veut dire qu'il y a eu quand même des coups de soleil. Hein, vous avez eu des coups de soleil dans l'enfance. Conséquence, de plus en plus de cancers de la peau. Le nombre a triplé en 30 ans. Le docteur Pelletier le constate, les mélanomes touchent aujourd'hui beaucoup de jeunes. Protéger sa peau est alors indispensable, mais pas seulement. C'est très important de se protéger parce que vous allez pallier parfois aux pigments qu'on a moins. Sur les gens qui ont des peaux très claires, qu'on appelle les phototypes clairs 1 et 2, donc ceux-là ils sont très très clairs, il y a des roux, il y a des blonds qui ont des peaux très laiteuses et eux ils n'ont pas de protection mélanique efficace. Et donc, ce n'est pas seulement la protection solaire, c'est de ne pas aller au soleil entre telle heure et telle heure, par exemple entre 11h et 4h l'après-midi, mais comme vous le voyez, bien souvent, le soleil est très fort, même à 5h, même à 6h de l'après-midi. Donc il faut faire très attention, par exemple, quand vous avez des routiers, par exemple, qui conduisent toute la journée derrière des pare-brises et qui vont aussi pouvoir développer des carcinomes parce que tous les jours, ils vont tous les jours travailler et tous les jours, ils sont exposés toute la journée derrière la vitre de leur voiture. À chaque consultation, cette professionnelle ausculte systématiquement chaque partie du corps du patient. Au moindre doute, le grain de beauté est prélevé et analysé, le seul moyen de ne pas passer à côté d'un mélanome. Pour rappel, les cancers de la peau sont les plus fréquents. Ils touchent aujourd'hui un Français sur 5. Et pour aller plus loin, ce soir, nous accueillons le docteur Isaac Bodoc, qui est chef de service dermatologie à l'hôpital de Cannes. Bonsoir docteur, merci d'être là. Évidemment, le soleil fait partie de l'image d'Épinal, de la Côte d'Azur. On aime en profiter lorsqu'il fait chaud. On a rappelé tout à l'heure en préambule que c'est l'exposition répétée au soleil qui est un danger pour la peau. Est-ce que depuis ces dernières années, vous voyez augmenter les cas de cancer de la peau et finalement l'imprudence se répandre sur la Côte d'Azur? Oui, la fréquence des cancers de la peau augmente énormément. Je me rappelle mes cours il y a plus de 30 ans où mon professeur me disait, voilà, ceci est un mélanome, vous n'en verrez pratiquement pas. Parce qu'on ne savait pas vraiment que c'était dû au soleil il y a 40 ans, 30 ans. Maintenant, on sait que c'est dû au soleil et nous nous sommes exposés et nous nous exposons encore au soleil de manière abusive, très importante. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit, il n'y a pas la consultation où on ne voit pas des lésions précancéreuses, il n'y a pas la semaine où on ne détecte pas des cancers de la peau. Donc ça devient extrêmement fréquent. Aujourd'hui, je pense que les cancers qui augmentent le plus en fréquence. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dû aussi à une forme d'insouciance liée à l'exposition du soleil et au fait qu'il se développe sur le long cours? C'est-à-dire que finalement, quand on est jeune, on se sent un peu invulnérable. Ça s'insémine tout doucement sur la peau et finalement, on n'a pas conscience que le risque est là. Le docteur Pelletier a bien précisé une phrase en disant « c'est l'expérience de coups de soleil dans l'enfance ». En fait, il y a globalement trois types de cancers. Vous avez les carcinomes, baso et épidermoïdes, et vous avez le mélanome. Concernant les carcinomes, c'est l'exposition de la vie. C'est la permanence, une exposition longue
tous les jours un petit peu. Le mélanome, non, c'est vraiment les expériences de coups de soleil dans l'enfance. C'est les personnes qui s'exposent de manière intensive, mais très peu de temps. Dans l'enfance, mais aussi les vacanciers qui viennent sur la Côte d'Azur un mois, qui prennent des coups de soleil, qui repartent chez eux. Et c'est chez ces patients-là qu'on va détecter les mélanomes malins, qui sont les tumeurs les plus dangereuses. La protection ultime, ça paraît tout bête, mais c'est la crème solaire, donc. Alors, la crème bien mise. Alors dites-nous, comment on met bien la crème? C'est tout d'abord, on évite les heures les plus chaudes. Il faut éviter l'exposition solaire entre 11h et 16h. Parasol, vêtements, lunettes, chapeaux, surtout pour les enfants, et renouveler la crème solaire. Vous avez des crèmes, vous voyez, j'ai vu tout à l'heure des images qui m'ont vraiment... que je pensais n'existaient pratiquement pas, des huiles. J'ai vu une photo là, tout à l'heure avec une personne qui avait un mélange probablement de citron et de choses un peu archaïques qu'elle mettait sur la peau pour augmenter la photosensibilité et donc avoir un peu plus de bronzage. Là, c'est vraiment des choses qu'on a fait à l'époque, et il y a 30 ans, il y a 40 ans, et les dermatologues, tous, nous crions au scandale d'arrêter ce type d'attitude. Il faut mettre des crèmes solaires très haute protection, au moins 30, voire 50. Bien sûr, on ne va pas mettre une crème 50 à une personne de phototype très foncé, mais un enfant, un adulte, un phototype 2, un phototype 3, il faut mettre un écran solaire. J'aime bien rappeler l'anecdote que Bob Marley a eu un mélanome et décédé, je crois que c'est connu partout, de la partie exposée, qui était la plus blanche de sa peau, c'était au niveau de ses orteils. Et donc c'est pour vous dire simplement que le soleil, on le sait, c'est vraiment l'ennemi de la peau. Il faut le maîtriser, il faut y aller souvent avec une crème solaire, parasol, chapeau, lunettes, t-shirt protège pour les UV pour les enfants. C'est très important. Merci à vous, en tout cas, docteur Bodoc, pour ce message à la fois de prévention et d'explication. Le soleil tape très fort en ce moment, donc on protège la peau. Bonne application de la crème solaire. On renouvelle cette application et on évite les heures les plus chaudes, entre 11h et 16h, si on résume votre propos. Merci beaucoup, docteur. Je rappelle que vous dirigez le service de dermatologie de l'hôpital Simone Veil à Cannes. Pour conclure la première partie de ce grand direct, on prend la direction du Var, un peu de sport, hier très exactement, puisque Mourad Boudjelal, l'ancien président du rugby club toulonnais, avait convoqué la presse. Il est désormais à la tête du football club de hier et il a donné quelques pistes, quelques indications sur le projet du club qui évolue actuellement en National 2. Marion Colangelo. Nouveau nom, nouveau logo, nouveau maillot et prochainement un nouveau stade. C'est une nouvelle histoire qui s'ouvre pour le football club de hier, le club de football amateur racheté il y a quelques mois par Mourad Boudjelal. Figurer proprement dans la poule, réussir mon pari au niveau du partenariat, de ce que je veux faire en termes d'impact, que ce soit le lieu où il faut venir, où il se passe des choses, avec beaucoup de people, avec beaucoup de belles entreprises, de grands chefs étoilés, commencer à construire un groupe pour aller croquer à pleines dents la Nationale 2 dans un an. Un nouveau défi pour Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT a décidé de s'attaquer au monde du football depuis près d'un an. Un projet ambitieux pour le petit club de National 2 varois, avec un recrutement intelligent qui réservera peut-être des surprises. Il nous faut un ou deux joueurs très au-dessus, parce qu'on a un bon groupe. Je pense que Lilian a fait un recrutement très intelligent. Vous avez vu, il n'y a que des joueurs qui ont connu des montées jusqu'en Ligue 2. Beaucoup de joueurs de l'étage au-dessus et des joueurs qui étaient titulaires, parce qu'on n'a pas pris des joueurs qui étaient sur le banc, des joueurs de Ligue 2, beaucoup de bons joueurs de National 2 qui étaient ce que j'appelais des casse-couilles, qui faisaient de gros matchs contre nous. Une nouvelle ère pour le football varois, avec une saison en National 2 qui s'annonce riche en concurrence et en ambition. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand direct. Pour vous informer au plus près de chez vous. Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports,
les transports, les sorties. Partie de ce grand direct, on prend la direction du Var, un peu de sport. Hier, très exactement, puisque Mourad Boudjelal, l'ancien président du rugby club toulonnais, avait convoqué la presse. Il est désormais à la tête du football club de hier et il a donné quelques pistes, quelques indications sur le projet du club qui évolue actuellement en National 2. Marion Colangelo. Nouveau nom, nouveau logo, nouveau maillot et prochainement un nouveau stade. C'est une nouvelle histoire qui s'ouvre pour le football club de hier, le club de football amateur racheté il y a quelques mois par Mourad Boudjelal. Figurer proprement dans la poule, réussir mon pari au niveau du partenariat, de ce que je veux faire en termes d'impact, que ce soit le lieu où il faut venir, où il se passe des choses, avec beaucoup de people, avec beaucoup de belles entreprises, de grands chefs étoilés, commencer à construire un groupe pour aller croquer à pleines dents la Nationale 2 dans un an. Un nouveau défi pour Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT a décidé de s'attaquer au monde du football depuis près d'un an. Un projet ambitieux pour le petit club de National 2 varois, avec un recrutement intelligent qui réservera peut-être des surprises. Il nous faut un ou deux joueurs très au-dessus, parce qu'on a un bon groupe. Je pense que Lilian a fait un recrutement très intelligent. Vous avez vu, il n'y a que des joueurs qui ont connu des montées jusqu'en Ligue 2. Beaucoup de joueurs de l'étage au-dessus et des joueurs qui étaient titulaires, parce qu'on n'a pas pris des joueurs qui étaient sur le banc, des joueurs de Ligue 2, beaucoup de bons joueurs de National 2 qui étaient ce que j'appelais des casse-couilles, qui faisaient des gros matchs contre nous. Une nouvelle ère pour le football varois, avec une saison en National 2 qui s'annonce riche en concurrence et en ambition. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand direct. Pour vous informer au plus près de chez vous. Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Vous regardez le grand direct sur les antennes d'Azur TV à la une de l'actualité ce soir. La vaccination qui marque le pas, en tout cas pour les premières injections. Reportage au Palais des Expositions à Nice. Vous entendrez également ces adolescents qui ont fait le choix de la piqûre. Les régionales le jour d'après, Jean-Laurent Felidia s'est exprimé à notre micro après le retrait de sa liste de gauche. Il appelle à voter Renaud Muselier pour faire barrage à l'extrême droite, mais pour le moment pas de négociation puisque Jean-Laurent Felidia le rappelle, il conteste le bilan du président sortant, les Républicains. Et puis cette question que l'on se pose une nouvelle fois, comment accueillir les gens du voyage, reportage à la gare où un terrain du département est actuellement occupé. La préfecture nous rappelle que le schéma départemental est en cours de révision, schéma pour accueillir donc la communauté des gens du voyage. L'actualité de ce mardi, c'est donc la vaccination qui, depuis quelques jours, marque un petit peu le pas. Moins de volontaires pour la première injection. C'est le cas, par exemple, au Palais des Expositions, grand centre de vaccination à Nice, où se sont rendus Claudia Olivier et Kelly Vargin. Première fois que vous vous faites vacciner, monsieur, aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce qu'il le faut. Ouais. Un choix pourtant pas si évident. Patrick a longuement réfléchi. Âgé de 56 ans, il aurait pu se faire vacciner à la mi-avril, mais il a préféré attendre. Tant que c'est pas AstraZeneca, tout le reste, ça me va. Cette histoire de vaccin qui était un peu bizarre, j'ai préféré attendre, mais là, comment je suis diabétique, on m'a dit fais-le quand même. Patrick veut à tout prix éviter de développer une forme grave. J'espère que vous n'avez pas mis le flacon entier. Hein. Non, j'ai mis juste ce qu'il faut.
Aujourd'hui, 60% des habitants de la métropole ont reçu une première dose du vaccin. Il y a eu un afflux massif début juin pour préparer les vacances d'été et depuis, on constate un ralentissement dans les centres de vaccination de la métropole. On peut noter un petit ralentissement, c'est normal, on a quand même vacciné une grande majorité des personnes prioritaires et qui souhaitaient le faire. Donc maintenant, il y a des gens qui se décident au fur et à mesure, mais il y en a encore quand même pas mal. On a beaucoup de jeunes adultes entre 18 et 25 ans qui viennent se faire vacciner et des adolescents qui commencent aussi à venir avec leurs parents. L'objectif, vacciner 80% de la population pour atteindre l'immunité collective. Et même en vacances, il faut rappeler à certains l'importance de recevoir les 2 doses et continuer de convaincre les plus réticents. Aujourd'hui, il nous faut convaincre en mettant en place des dispositifs, notamment avec des ouvertures nocturnes pour faciliter l'accès à la vaccination. Les personnes aujourd'hui qui veulent se faire vacciner peuvent s'inscrire et se faire vacciner le jour même ou le lendemain. Le rendez-vous peut se prendre sur Doctolib ou sur le site de la métropole. Pas besoin de résider dans la région pour recevoir sa première ou deuxième dose. Et vous l'avez entendu, les adolescents viennent se faire vacciner. Les 12-17 ans ont la possibilité, évidemment, accompagnés de leurs parents. Certains ont répondu au micro de Kelly Vargin et Claudia Olivier. En fait, on doit voyager en août et on s'est dit qu'on devait faire ça pour voyager. Du coup, il n'y avait pas de débat et pas de questions. On est venu ici pour le faire. Pas seulement pour un acte de, on va dire, fraternité publique. Il faut qu'on le fasse tous afin qu'on termine au plus vite cette épidémie. Mais aussi juste pour le fait de pouvoir finalement être tranquille, quoi. Déjà, avoir une forme moins grave. Et ensuite, pour éviter de contaminer plus, parce que ça diminue un peu la contamination. La vaccination, c'est la porte vers une renaissance, une nouvelle vie, pour retourner au lycée correctement et pouvoir partir en vacances, qu'elle puisse sortir aussi plus sereinement, même s'il reste encore des risques. La politique et les régionales, vous le savez, voilà 24 heures que Jean-Laurent Felizia a retiré sa liste de gauche pour faire barrage à l'extrême droite et à Thierry Mariani, ce sont ses termes. Jean-Laurent Felizia qui était à sa permanence cet après-midi à Marseille, il a répondu à quelques questions, notamment celle de Luca Licata-Caruso et Cindy Chevaux que l'on retrouve donc devant la permanence de Jean-Laurent Felizia. Voilà 24 heures que Jean-Laurent Felizia a annoncé le retrait de sa liste écologique et sociale pour le second tour des élections régionales. Il affiche ouvertement sa volonté de faire barrage au Rassemblement national. Celui qui était tête de liste de la gauche en région PACA doit faire face à des électeurs et militants déçus. J'entends la déception, je l'accueille, je la réceptionne toutes les minutes, mais nous devons faire barrage à Thierry Mariani. Ce sont les mots que nous a confiés aujourd'hui Jean-Laurent Felizia. Désormais, 2 grandes inconnues se dégagent avant le scrutin du second tour, l'abstention et le choix des électeurs de Jean-Laurent Felizia qui avait récolté, on le rappelle, près de 17% des voix dimanche soir. Le désormais ancien candidat de la gauche en PACA n'a pour l'instant pas communiqué sur des possibles tractations avec Renaud Muselier. Il l'a confirmé à notre micro, écoutez-le. Je ne me voyais pas aller bidouiller des choses en amont pour préparer une éventuelle fusion entre 2 tours. D'abord parce que le bilan de Renaud Muselier, nous l'avons contesté, nous l'avons démontré à plusieurs reprises, il ne correspond pas aux politiques publiques que nous entendions développer. Ensuite, il ne vous a pas échappé que pendant la période préélectorale officielle, ce rassemblement entre la REM et les LR, qui a été à la fois tricoté puis détricoté, a semé une confusion de nature à perturber l'électorat. Et ça peut se comprendre. Alors que feront les presque 17% d'électeurs de Jean-Laurent Felizia dimanche prochain? Suivront-ils la consigne d'aller voter pour Renaud Muselier? Et puis l'abstention? Que feront les abstentionnistes qui représentaient plus de 2/3 des électeurs dimanche dernier? Les réponses dimanche prochain. Sur notre antenne, évidemment, grande soirée à partir de 19h30 sur nos antennes, Var Azur, Provence Azur et Azur TV. Les militants vont-ils voter pour Renaud Muselier? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains vont voter blanc. Écoutez. Ça a été un gros chagrin, disons, une grosse peine, parce que vu la campagne que les écologies des Verts ont menée, parce qu'ils se sont battus, ce qui est regrettable de ne pas avoir de représentants, parce que ça aurait été très important, c'est très important. J'irai dans les urnes, mais je ne sais pas encore pour qui je voterai, c'est-à-dire que je pense que je voterai blanc.
Voilà, le risque donc du vote blanc également à gauche. Je vous rappelle que le débat de l'entre-deux tours entre Thierry Mariani et Renaud Muselier sera à suivre sur nos antennes à partir de jeudi matin 8h30 jusqu'à 9h30. Modération de Jean-Jacques Bourdin. Nos antennes qui vont se transformer en BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Les gens du voyage ont toujours autant de problèmes à trouver des points d'accueil dans notre région. Ils s'installent donc de plus en plus sur des terrains privés ou appartenant au département du Var, comme vous allez le voir dans ce reportage sur le territoire de la Garde, reportage de Thomas Bernabé. C'est plus d'une centaine de caravanes qui ont investi l'espace nature départemental du Plan à la Garde. Des gens du voyage se sont installés sur cet espace naturel dimanche dans la soirée afin d'y rester jusqu'au 4 juillet. Si la commune dispose d'une aire d'accueil, sa capacité est bien insuffisante pour accueillir la totalité des gens du voyage. On est parti à Saint-Tropez, on était 50-60 caravanes. Mais quand on arrive à Saint-Tropez, on a trouvé plus de 100 caravanes. Donc aujourd'hui, on se trouve plus de 140, donc on a rentré ici. Parce que le terrain d'appro, il tient que 65 caravanes. Donc pour nous, c'était pas possible. Donc on a décidé de chercher un autre terrain. Donc on a tombé sur ce terrain-là. Donc nous, quand on cherche un terrain, on regarde le terrain le plus facile à rentrer ou le plus dur à rentrer. On rentre, une fois qu'on est stationné, ben, on veut passer nos séjours tranquilles. Donc on ne cherche pas à nuire à l'environnement. Nous, ce qu'on veut, c'est stationner et rester nos jours tranquilles. La problématique des capacités d'accueil des gens du voyage n'est pas nouvelle. Malgré la réglementation en vigueur, certaines communes rechignent à créer des espaces dédiés. Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en date de 2012 prévoyait la mise en place de 10 aires d'accueil et 6 aires de grand passage. Mais voilà, aujourd'hui, seulement 5 aires d'accueil et 2 aires de grand passage sont en service dans le département. Dans le département du Var, il y a une carence. Allô, monsieur le préfet, allô, monsieur le maire. Où en sont vos schémas départementaux? Où sont la faisabilité de vos aires de grand passage et vos aires d'accueil? Bien sûr, ça fait un tiraillement pour les citoyens qui sont le voisinage de ce lieu, mais il faut déjà poser la situation d'une manière différente. Faisons ou faites des aires d'accueil et des aires de grand passage adaptées et il y aura moins d'ennuis. Le département du Var, propriétaire du terrain, a porté plainte au commissariat central de Toulon. Une procédure d'expulsion serait en cours. Et la préfecture qui nous signale que le schéma départemental donc pour l'accueil des gens du voyage est en cours de révision, donc des modifications sont à venir. Nous évoquions dans la première partie de ce grand direct les risques liés au soleil. C'est aussi l'une des actualités de cet été dans notre région, le soleil qui cogne, comme on dit, et les risques de cancer de la peau qui ne cessent de croître depuis plusieurs années. Vous avez entendu tout à l'heure les conseils du docteur Isaac Bodoc, chef de service en dermatologie à l'hôpital de Cannes. Je vous propose d'écouter maintenant ceux du docteur Pelletier qui exerce à Marseille et qui vous explique comment vous protéger du soleil. Il faut mettre l'écran solaire, il faut le répéter toutes les 2 heures, il faut prendre des protections à 50, il ne faut pas prendre des crèmes de jour avec des filtres à l'intérieur parce que ce n'est pas suffisant. Il faut prendre des protections importantes et puis surtout quand ce sont des enfants qui jouent dehors et qui sont exposés, à ce moment-là il faut qu'ils prennent des t-shirts anti-UV parce que c'est vraiment beaucoup plus efficace et prendre des t-shirts, si on n'a pas des t-shirts anti-UV, il faut prendre des t-shirts de couleur foncée et pas claire parce qu'à ce moment-là on augmente, on laisse passer la lumière. Voilà, vous savez tout, comment vous prélasser en toute sécurité sur nos plages. Faire attention également lorsque vous travaillez en extérieur. Hein, les t-shirts manches courtes, par exemple, ou les débardeurs peuvent vous exposer à des rayons UV très, très agressifs. Avant d'entamer la dernière partie de ce grand direct, où nous aborderons la question du grand oral pour les candidats au bac, et bien direction le collège Jules Verne de Cagnes-sur-Mer, collège qui a remporté un grand concours sur le gaspillage alimentaire et comme récompense, eh bien, ils ont accueilli dans leur cuisine le chef étoilé Christian Plumaille, chef niçois, qui est évidemment passé au fourneau pour les féliciter. Sébastien Serrano.
Ça lié, juste un peu lié. Ouais, je vais chercher un tout petit peu de beurre à la fin, juste pour le lustrer. Le dernier moment, mais désert, sinon ça va cuire. Ce matin, il y a peut-être un peu plus de pression que d'habitude dans les cuisines du collège Jules Verne de Cagnes-sur-Mer. Derrière les fourneaux, le chef étoilé Christian Plumaille. Et en entrée, pour les élèves ce midi, une tarte aux pois chiches. Donc là, sablé parmesan, pois chiches torréfiés, avec du za'atar, c'est une épice libanaise. Cuit. Après dessus, j'ai fait un houmous à la niçoise avec de l'ail, du basilic et du citron de menton. Et par-dessus, on va faire une petite salade de pois chiches et quelques feuilles de riquette. Si Christian Plumaille est là aujourd'hui, c'est parce que le collège Jules Verne a remporté le concours de cuisine Chef Qu'est-ce que tu nous mijotes, organisé par le département. Les autres collèges participants sont eux connectés via une tablette et profitent des conseils d'un chef qui n'hésite pas à partager pour le plus grand plaisir de tous. C'est quand même intimidant, quoi, parce que bon, c'est quand même un grand chef qui va venir partager ce moment avec nous de cuisine collective. Oui, c'est valorisant, ça nous fait plaisir. Un travail quotidien valorisé. Ici, comme dans tout le département, on balaye l'image de la cantine en mode industriel. Il y a un gros travail qui est fait depuis des années par le conseil départemental, par aussi les établissements scolaires, pour mettre en lumière une meilleure nourriture, que ce soit plus locavore, plus végétal. Et donc, on fait de la bonne nourriture dans un établissement scolaire. Voilà, jeune homme, bonne dégustation. Les premiers élèves découvrent le menu du jour. Entrée, viande ou poisson, salade de fruits, chacun peut faire son choix avant de passer à table et le verdict est sans appel. Le chef est déjà attendu pour un nouveau service. Ça sera à refaire, enfin, j'espère, parce que le chef a très bien cuisiné, c'est délicieux, c'est très bien présenté, c'est super beau, franchement. 10 sur 10 ou 20 sur 20. Reste à savoir si la note restera aussi haute l'an prochain pour une possible seconde édition. Vous en voulez? Je suis sûr que Sébastien Serrano en a pris une petite cuillère de cette salade de fruits qui avait l'air excellente. On se retrouve dans quelques secondes, 1 minute très exactement, pour la dernière partie de ce grand direct. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence avec le Grand Journal du Sud pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Et à la une de l'actualité en ce mardi 22 juin, la vaccination qui marque le pas. Vous l'avez vu tout au long de ce grand direct, un peu moins de primo-injection, alors que sur les 5 millions d'habitants que compte la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, seuls 1,5 million ont déjà reçu leur deuxième injection. Le Var, comment accueillir les gens du voyage? Pour moins d'une centaine de caravanes sont actuellement sur un terrain départemental de Lagarde, conflit avec le voisinage. La préfecture qui indique que le schéma départemental est en cours de révision. Et puis, nous vous alertions sur les risques du soleil, le soleil qui tape fort, risque de cancer de la peau. Bien vous protéger avec de l'écran solaire, voire même des vêtements, casquettes, lunettes et une exposition limitée entre 11h et 16h.
Et dans l'actualité de la semaine, cette fois, il y a également le grand oral pour les lycéens, les futurs bacheliers. C'est une épreuve inédite cette année, un grand oral qui s'organise en plus dans un contexte un peu particulier. Bonsoir Annie Sandamiani, vous êtes co-secrétaire académique du SNES-FSU dans les Bouches-du-Rhône, syndicat donc de l'éducation nationale. Est-ce que depuis hier, ce grand oral, dont on rappellera très rapidement tout à l'heure les grands principes, est-ce qu'il y a des problèmes d'organisation dans notre région? Est-ce que tout se passe bien ou est-ce que c'est un peu compliqué? Bonsoir, oui, c'est un peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous considérons que cette édition du bac 2021, c'est une bac catastrophe. Vous savez, généralement, après les épreuves du baccalauréat, les correcteurs s'amusent, bon, ça peut être un peu discutable, mais enfin, à faire des perles, à relever les choses les plus amusantes dans les copies des élèves. Eh bien, cette année, les perles, elles sont produites par le ministère lui-même et pas encore par les élèves, nous l'espérons. Nous sommes dans une grande désorganisation. Alors, d'abord concernant, bien entendu, le grand oral, avec des convocations arrivées tardivement, aussi bien pour les élèves que pour les examinateurs, des élèves qui arrivent et qui se trouvent sans jury parce que les professeurs ont été convoqués 2 fois sur 2 épreuves différentes. Donc, des élèves à qui on dit écoutez, aujourd'hui on ne peut pas vous interroger, mais revenez demain, ou puis restez près de votre téléphone parce que si jamais on a un créneau, on vous appellera. Enfin, ça rappelle un petit peu ce qui se passait pour la vaccination, vous voyez. Sauf que là, quand même, il est question de l'oral du bac pour les élèves. Donc cette épreuve qui était présentée par le ministre comme la grande révolution du baccalauréat, pour le moment n'a pas encore donné la preuve de son intérêt et de sa réussite. Et je ne parle pas même du fond de l'épreuve, je ne parle que de l'organisation de cette année. Ça doit se passer comment cette épreuve, et qu'est-ce qu'on y fait, sur quoi on est interrogé? En fait, normalement, l'élève est convoqué à un jour et à une heure, et il passe ensuite devant un jury, c'est ça? Alors, l'élève est convoqué un jour à une heure, bien entendu. Il a préparé, je dirais pendant l'année, mais en réalité quelquefois pendant les dernières semaines, parce que il a préparé donc 2 sujets, 2 questions, qu'il va présenter devant un jury qui est composé donc de 2 professeurs. L'un doit être obligatoirement d'une des spécialités qui correspondent au sujet qu'il propose, et l'autre doit être ce que l'on appelle un candide, c'est-à-dire un professeur qui n'est pas de la spécialité, qui peut ne rien y connaître, mais vraiment rien. C'est-à-dire, on peut avoir un professeur d'anglais qui accompagne un professeur de biologie. Et donc, l'élève a un temps de préparation, il doit ensuite présenter son projet, sa question, et il répond ensuite à des questions qui lui sont posées dans la mesure du possible par le jury. Et ensuite, il doit passer une sorte d'entretien d'embauche, dirons-nous, c'est-à-dire présenter le lien qu'il peut y avoir entre la question qu'il a traitée et son projet d'orientation. Quand on sait ce que signifie le terme projet d'orientation pour un élève qui a 17 ans, 18 ans, qui passe le bac, on voit bien la mascarade que constitue cette épreuve, qui est un exercice formel, un exercice de représentation, et pas du tout un exercice qui évalue des connaissances, qui évalue un travail accompli pendant l'année. Donc ça ne sert à rien pour vous, le grand oral, c'est hors sol? C'est hors sol. C'est tellement hors sol que l'élève a préparé seul ses questions, tiré des programmes, encore heureux, mais il n'y a eu à aucun moment des moments de cours dédiés à la préparation de ce travail-là. C'est-à-dire que l'élève travaille seul, il peut interroger ses professeurs, bien entendu, sur le déroulé de son travail, etc. Mais on n'est pas dans l'évaluation de connaissances acquises. Mais est-ce que c'est pas une corde supplémentaire à l'arc des élèves que de se familiariser avec l'art oratoire, avec la prestation orale devant un jury? Est-ce que ça n'a pas au moins cet intérêt-là? Ça a surtout un intérêt pour ceux qui ont déjà cette aisance-là. Qui l'ont pour des raisons personnelles, familiales, sociales. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais le baccalauréat, c'est un diplôme qui sanctionne une fin d'études.
Donc on doit évaluer ce que l'élève a pu apprendre pendant qu'il était au lycée. Je le disais il y a quelques jours sur votre antenne déjà, préparons nos élèves convenablement à cette épreuve-là, pourquoi pas, mais ensuite, on pourra les évaluer. Cette année, on les évalue sur quelque chose qui n'a pas été préparé et qui ne repose que sur le talent de certains élèves, et malheureusement, pas de tous, parce qu'ils n'ont pas pu le travailler. Et nous, ce que nous revendiquons pour nos élèves, c'est la possibilité d'apprendre, d'avancer dans leurs apprentissages et ensuite d'être évalués sur ce qu'ils ont pu apprendre dans de bonnes conditions. Évidemment, les conditions de cette année étaient encore moins réunies qu'elles ne le seraient d'autres années. Une dernière chose, un dernier volet, c'est du côté des professeurs. Vous l'avez dit, certains professeurs peuvent se retrouver face à des élèves qui vont disserter sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Comment le jury est-il sélectionné et quels sont les retours que vous avez de vos collègues professeurs? Est-ce qu'eux aussi sont confrontés à la désorganisation? Alors, des organisations matérielles, comment sont arrivées les convocations? Des convocations de dernière minute. Nous avons pour consigne dans l'Académie d'Aix-Marseille de rester, j'allais dire, à l'affût des convocations qui peuvent arriver, bien entendu, via notre messagerie professionnelle, convocations qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Parce qu'un jury sera défaillant, qu'il faudra le remplacer au pied levé, etc. Donc, des organisations matérielles sur le grand oral comme sur d'autres, j'en dirai un mot si vous me le permettez ensuite, et je dirais désarroi de la part des examinateurs. L'examinateur qui interroge les élèves sur sa spécialité, le professeur de mathématiques qui interroge en mathématiques, il sait faire. Bon. Mais je donnais l'exemple tout à l'heure du professeur d'anglais ou de n'importe quelle autre discipline qui peut accompagner le professeur de biologie. On peut imaginer le type de questions qu'il peut poser à l'élève dans la partie purement disciplinaire. Ensuite, bien sûr, il va pouvoir lui poser des questions sur son projet d'avenir, etc. Mais enfin, on voit bien ce que l'exercice peut avoir de formel, d'artificiel pour ces élèves-là. L'élève qui a compris le jeu, ben, il a... oui, il y a une forme d'inégalité. Selon vous, il y a une forme d'inégalité qui apparaît avec cette forme d'épreuve. Il nous reste moins d'une minute. Vous parliez d'une désorganisation généralisée. Vous faites allusion à quoi? Désorganisation sur la correction des copies de l'épreuve de philosophie et surtout de l'épreuve anticipée de français, où il faut savoir qu'à cette heure-là, dans l'Académie d'Aix-Marseille et dans d'autres académies de France, certains correcteurs n'ont toujours pas pu récupérer leurs copies sur un logiciel, puisque cette année, la correction des copies se fait via l'informatique, les copies sont numérisées, les copies auraient dû être remises aux correcteurs vendredi soir. Pour certains, donc dans l'Académie d'Aix-Marseille, ça a été reporté à lundi soir. Et aujourd'hui, mardi soir, à 19h, certains examinateurs n'ont toujours pas leurs copies pour les corriger. Et elles doivent être corrigées pour quand? Dans un temps contraint, ce qui ne peut que nuire à la qualité de la correction pour les élèves et qui montre là aussi l'impréparation totale du baccalauréat de la part du ministère. Les copies doivent être corrigées pour quand? Alors, les corrections doivent être remises pour le 5 juillet. Mais il faut savoir que pour le baccalauréat de français, l'épreuve anticipée de français, à partir de lundi prochain, les examinateurs interrogent aussi sur l'oral, à raison de 8 heures par jour. Donc, il est impératif que les correcteurs aient terminé leurs écrits pour se consacrer ensuite aux interrogations orales. Donc, c'est faire peu de cas à la fois du travail des examinateurs, mais aussi de celui des élèves, de donner les copies si tard, parce qu'on s'en est remis à la modernité, une plateforme qui a montré ses limites. Les tests avaient été faits les années précédentes sur des épreuves comme des BTS, où il y a très peu de copies, donc ça marche. Mais quand on a la somme de copies, puisqu'il y a à la fois la philosophie et l'épreuve anticipée de français, eh bien ça ne marche pas. Et on est dans la mascarade totale pour cette édition du baccalauréat. Donc session 2021 Merci. Pour terminale et 2022 pour les premières qui sont cette année en français. Merci beaucoup Annie Sandamiani. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire académique du SNES-FSU dans les Bouches-du-Rhône. Mourad Boudjelal a présenté son projet et les évolutions du football club de hier, l'ancien patron du RCT qui se lance dans le football, vous le savez, Marion Colangelo.
Nouveau nom, nouveau logo, nouveau maillot et prochainement un nouveau stade. C'est une nouvelle histoire qui s'ouvre pour le Football Club de Hyères, le club de football amateur racheté il y a quelques mois par Mourad Boudjelal. Figurer proprement dans la poule, réussir mon pari au niveau du partenariat, de ce que je veux faire en termes d'impact, que ce soit le lieu où il faut venir, hein, où il se passe des choses, avec beaucoup de people, avec beaucoup de belles entreprises, de grands chefs étoilés, commencer à construire un groupe pour aller croquer à pleines dents la Nationale 2 dans un an. Un nouveau défi pour Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT, a décidé de s'attaquer au monde du football depuis près d'1 an. Un projet ambitieux pour le petit club de National 2 Varois, avec un recrutement intelligent qui réservera peut-être des surprises. Il nous faut 1 ou 2 joueurs très au-dessus, parce qu'on a un bon groupe. Je pense que Lilian a fait un recrutement très intelligent. Vous avez vu, il n'y a que des joueurs qui ont connu des montées jusqu'en Ligue 2. Beaucoup de joueurs de l'étage au-dessus et des joueurs qui étaient titulaires, hein, parce qu'on n'a pas pris des joueurs qui étaient sur le banc, des joueurs de Ligue 2, beaucoup de bons joueurs de National 2 qui étaient ce que j'appelais des casse-couilles, quoi, qui faisaient de gros matchs contre nous. Une nouvelle ère pour le football varois, avec une saison en National 2 qui s'annonce riche en concurrence et en ambition. Un peu de sensations fortes pour terminer ce grand direct. On prend la direction de Marseille où un simulateur de chute libre à l'aide de la réalité virtuelle vous plonge dans les conditions réelles d'un saut en parachute. C'est assez impressionnant. Manon Mujica. L'élan paraît hésitant et on comprend pourquoi. Car contrairement aux apparences, la chute est vertigineuse. 1 minute propulsée à plus de 200 km/h, 4000 mètres au-dessus de la cité phocéenne. Voilà ce que ressent Philippe, équipé d'un casque de réalité virtuelle. À la sortie de la soufflerie, le cerveau est encore euphorique. La sensation de vol qui est jouissive, hein, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Donc on vole, on plane et ensuite tout ça combiné avec les images que l'on voit dans le casque, ça permet de découvrir Marseille vue du ciel et c'est tout à fait fantastique. Une expérience autant sensorielle qu'immersive dans laquelle vous incarnez le caméraman de Greg Crozier et Karine Joly. Le tandem, 4 fois champion de France, toujours champion du monde en titre de free fly, les pros incontestés d'acrobatie en haute voltige. Certaines personnes s'étaient fait vraiment une fausse idée du parachutisme et tout le monde croit que c'est vraiment quelque chose de très dangereux, de très fou. Et au final, de vivre cette expérience qui est vraiment réelle, ils ont dit du coup, ça me donne envie de faire le pas et d'aller essayer la chute libre d'un avion. Donc pour nous, on a gagné, c'est qu'on a vraiment réussi à retranscrire parfaitement les sensations d'un vrai saut en parachute. Sensation forte côté prix également, comptez 130 € l'expérience, ce qui reste moins élevé qu'un saut en parachute. C'est la fin de ce grand direct. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Aurélien Blot, Stéphanie Mossman, Céline Moncel et Philippe Caudet. Bonne soirée sur les antennes d'Azur TV.